Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 7 novembre 2022. On se retrouve malheureusement légèrement dans le rouge avec un BTC qui repasse sous les 21 000 $, 20 660 ce matin de 9h que j'enregistre l'émission. On a un Ether sous les 1006 à 1550 précisément. Le BNB qui recule de quasi 7%, 328 $. C'est également le cas de XRP à 46 centimes, moins 5,42. Moins 14,39 pour Solana qui est en train tout simplement d'accuser le coup à cause un peu du FUD ambiant. Alors, est-ce que c'est un simple FUD autour de FTX, FTT? La guerre est déclarée entre CZ de Binance et SBF de FTX. On va y revenir dans quelques instants. On a Polygon qui lui est toujours dans le vert. C'est également le cas de OKB, moins 8% pour Chainlink, moins 4 et moins 6 les tokens Ethereum classique, quasi moins 10 pour Algorand qui passe juste sous le FTT de FTX, 22 $. Pour l'instant, il est stabilisé à 22 $. C'est 3 milliards de capitalisation, tout simplement puisque la CEO de Alameda a dit qu'il rachèterait tout autour de 22 $. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui a créé un peu, je pense, ce matin, un vent de panique sur le marché. 8% au niveau de NIR Protocol en recul également, et on voit que globalement, tout ce top 50 recule de entre moins 5 à moins 10%. Le Apecoin également pas loin de 10%, moins 9 pour The Sandbox, moins 10 passé pour Theta, et enfin en bas du tableau, Axie Infinity, UOB Token, moins 15 pour Aptos qui est pile poil à la 50e place aujourd'hui, et voilà pour ce top 50. Du côté du 4 heures, donc on a toujours cette micro-trend qui est en cours ici. Il faudrait tenir autour des 20 400 $ à peu près pour essayer de continuer de rebondir tel qu'on l'a fait jusqu'à présent. Alors ici, nous sommes sur BitMEX, c'est peut-être pas super représentatif, mais encore et toujours, j'ai des open interest qui sont complètement flat de ce côté-là. Alors il y a pas mal de personnes qui disent que quand on regarde de façon un peu plus agrégée, au contraire, on avait un retour d'open interest, mais en tout cas là, j'ai plutôt la sensation à chaque fois que ça monte, voilà, un peu comme une tyrolienne sur pas grand-chose derrière, et qu'à tout moment, on peut effectivement se prendre le contre-pied. Pour autant, je garde mon biais optimiste pour la fin d'année. Je pense que quand on voit un peu historiquement ce qui se déroule, notamment autour des midterms des États-Unis, on devrait avoir peut-être entre la fin d'année 2022 et début 2023 une certaine respiration de marché, puisque tout ne va pas si mal que ce qu'on avait bien voulu nous le dire sur les marchés même traditionnels. Donc ça veut pas dire entre-temps qu'on ne peut pas se prendre une petite dernière claque, mais petit à petit, les étoiles sont en train de se réaligner bien mieux que ce qu'elles l'étaient au préalable, et il ne manquera plus que voilà quelques bonnes nouvelles en provenance des États-Unis, puisque c'est encore eux à ce jour qui font un peu la pluie et le beau temps. Et par exemple, ce jeudi, on aura les chiffres du CPI, de l'inflation, donc encore une semaine où il y a des échéances qui peuvent être des échéances relativement clés. Le Crypto Fear and Greed dans la peur toujours, et qui là nous dit depuis des mois et des mois et des mois de réaccumuler entre l'extrême peur et la peur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura le prix parfait pour plus tard, mais ça voudra dire qu'on a un prix moyen qui est tout à fait convenable et acceptable pour justement la phase qu'on vient de traverser, et qu'au moindre plus 20, plus 30, plus 50% de marché sur la crypto, vous serez totalement dans le vert. C'est le fameux DCA, l'épargne programmée. Les ordres de marché plutôt en recherche de vente ce matin d'après l'indicateur, et on voit que ça se bataille autour de Binance et Coinbase, donc je ne sais pas du tout ce qu'il va en advenir de ce début de guerre de territoire entre FTX et Binance, mais on va y revenir dans quelques instants. C'est quand même une bonne claque qu'a déclenché hier CZ du côté de Twitter. L'offre en cours avec notre partenaire NordVPN, donc 4 mois offerts. Vous avez une offre sur les 2 ans qui est super attractive, toujours garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et donc au-delà du fait de proposer un VPN, maintenant je pense que tout le monde est au courant que NordVPN propose un VPN avec un pont qui est sécurisé, le tout en plus avec un des meilleurs débits du marché pour du streaming et tout ça. Vous avez la possibilité avec NordPass de sécuriser votre gestionnaire de mots de passe. Ça au quotidien pour quiconque est dans la crypto ou dans l'informatique. On a tellement de comptes, on a tellement de mots de passe, on a tellement de tout à retenir que quand on veut des mots de passe robustes, le gestionnaire de mots de passe s'y prête totalement. Et nous, dans la crypto, on a besoin d'un niveau de sécurité qui est encore au-dessus. Donc, plus que quiconque, je
suppose que c'est une solution qui peut servir à pas mal de monde, en plus de vous libérer cette charge mentale. Et vous avez également le cloud sécurisé Nord Locker qui vous permet de placer au coffre-fort tous vos fichiers et tout ce dont vous avez besoin justement d'être chiffré et bien enfermé à double tour. Derrière aussi, vous avez l'analyse en continu au niveau de votre navigation pour tout ce qui est phishing, l'analyse des mails sur le darknet pour voir si tout n'a pas fuité au niveau de vos datas. Donc vraiment, ils ont désormais une solution qui est ultra complète. L'offre des 2 ans avec le pack sécurité ultime comme ils l'appellent, c'est 2,88 € par mois avec les 4 mois gratuits. Vous pouvez payer en crypto et on compte sur vous, donc si vous souhaitez nous soutenir, vous avez le lien en commentaire et description. J'en profite pour introduire une petite nouveauté, c'est sur le site Decentrader et c'est gratuit, c'est tout simplement la map de liquidité et on peut constater à cette occasion qu'actuellement on est un peu dans un no man's land et que c'est que au contact d'un retour des 18 000 $ où on commencerait vraiment à attaquer le dur ici pour les shorters par rapport à la liquidité qui s'est accumulée avec un pic extrême qui est autour de un peu plus de 17 000, entre 17 000 et 17 500. Donc ça aurait vraiment du mal à passer, je suppose, bien que ça peut déclencher un des plus gros long squeeze de l'histoire. Là, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Pour ce qui nous intéresse, nous, du côté des longues, ceux qui regardent vers le nord, on a effectivement les premiers pics qui sont entre 21 500 et 23 000 et ensuite on en a un énorme qui se trouve autour de 23 500 et le plus gros à ce jour est autour de 28 500, ce qui fait que si un jour véritablement le marché commence à pivoter un peu, à se retourner au niveau du marché crypto, on aura un premier micro-stop autour de 23 à 24 000 et ensuite ça devrait se mettre à pousser un peu en mode rouleau compresseur jusqu'à ces fameux 28 500 voire 30 000 si vraiment il y avait de l'énergie. Donc on peut constater qu'à ce jour, voilà, on est bloqué autour de 20 000, c'est la zone la plus travaillée, c'est la zone sur laquelle en 2017-2018 on a échangé déjà beaucoup de titres puisque globalement c'est l'ancienne ATH. Maintenant on y revient, on travaille ça pendant plusieurs trimestres. Je suppose que ça en fait un très bon support au passage, mais pour autant, est-ce qu'on ne peut pas, justement comme avec ce qui est en train de se dérouler là pour la guerre sur FTX et Binance, déclencher un FUD qui conduirait à un petit 15-16 000 $, une petite incursion sous le support des 18 000 pour faire flipper tout le monde et tout le monde qui dirait ça y est, c'est la déroute, on va tous à 10 000 et tout ça. Vous voyez un peu la physionomie, c'est quelque chose qui, d'un point de vue du cerveau du market maker et des whales, peut tout à fait s'entendre et là traumatiserait de nouveau un peu tout le monde. On remonte donc le fil Twitter avec Bitcoin Archive qui disait que ça fait 140 jours que le Bitcoin n'a pas fait un nouveau point bas, donc malgré la hausse des taux de la Fed et tout ce qui s'est déroulé de ce côté-là, puisque les chiffres sont pas extraordinaires non plus aux States, mais ils ne sont pas mauvais non plus pour autant. Le chômage qui était pas si mauvais non plus, donc avec une baisse de 0,1 point par rapport à ce qui était attendu, 3,7 par rapport à 3,6. Donc c'est ce qui avait permis aussi là peut-être la petite respiration vendredi dernier avant qu'il y ait la clôture de Wall Street. On a Platizo donc qui nous met en avant et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et est-ce que pour autant ça veut dire que ça va faire ce que ça doit faire? On a Matic contre le Bitcoin qui est prêt à nous faire un nouvel ATH et c'est un peu la tronche que peut avoir aussi parfois le crypto total des Alpes qui ne demande chartistement parlant qu'à pump, mais pour autant on a quand même à ce jour Bitcoin et Ethereum qui pèsent tellement dans l'enveloppe globale que c'est ces deux-là qui peuvent littéralement déclencher le mouvement et pour l'instant à chaque fois Bitcoin est un peu à la traîne. Il nous faudrait finalement un Ether et un Bitcoin qui soient en simultané alignés tous les deux à la hausse. On a Charles Edwards qui met en avant le coût énergétique et on serait actuellement à moins 54% par rapport à un BTC qui vaudrait au travers de la planète, d'un point de vue médian en tout cas, 43 000 $. Alors je vous avouerai que quand j'ai vu passer ce chiffre, 43 000 $, ça me paraît excessivement haut par rapport au momentum. Ceci étant dit, quand on fait la petite rétrospective de ce dont on a parlé précédemment, n'oubliez pas qu'on a un hash rate qui est en train de faire des nouveaux points hauts, la difficulté qui est en train de faire des nouveaux points hauts, malgré le fait que le Bitcoin, lui, ne bouge pas en tant que prix au niveau des cours. Donc c'est vrai que peut-être on a une décorrélation qui est forte en ce moment entre le prix autour de 20 000,
le coût que ça représente d'un point de vue du mining, et c'est aussi sur ce point-là, sur ce terrain-là, que se joue la guerre du dernier survivant au niveau des mineurs, qui essaie de s'éliminer, un peu comme ce qui est en train de se passer au niveau des top exchange en ce moment, par rapport au dernier survivant, qui sera celui qui pourra payer les factures, avoir la meilleure énergie, la moins chère, le meilleur matériel qui vient de sortir, etc. Et toujours pour faire un peu de rétrospective, parce que là, maintenant, on est clairement à la croisée des chemins autour de cette zone de 20 000. On va pas pouvoir y rester encore pendant des décennies. On a la fois où c'était arrivé début 2019, où ça avait déclenché le rallye tel qu'on le connaît de 3 000 à 14 000 quasiment. C'était 13 500 de souvenirs, si je dis pas de bêtises. Et enfin, la deuxième fois où je ne sais pas si on peut le prendre pour argent comptant, puisque c'était un schisme tout à fait particulier au moment de la mi-mars pour le crack Covid en 2020. Donc, malgré les deux fois où on a eu une totale décorrélation par rapport au coût énergétique du BTC, en général, c'est plutôt un rallye derrière qui a succédé. Donc, une statistique de plus qui va dans notre sens. Et je ne l'ai pas partagé sur Twitter, mais je vous la donne comme ça oralement. Tout simplement, quand il y a les midterms au niveau des États-Unis, 17 fois sur 19, et là aussi j'essaie de piocher dans ce que j'ai lu directement ces derniers jours du côté des articles et tout ça que je consulte quasi en continu pour vous restituer ensuite tout ce contenu au niveau de l'émission quotidienne. Et 17 fois sur 19, toujours si je dis pas de bêtises, après les midterms, peu importe qu'on ait été en phase de bull ou en phase de bear, les 6 mois qui ont succédé ont été des mois positifs au niveau du marché américain. Donc 17 sur 19, on commence à être plutôt pas mal, surtout que ça représente, je crois, une centaine d'années d'observation. Donc comme d'habitude, certains diront que oui, on est effectivement dans, on va dire, une phase qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, que les marchés vont pas bien, qu'il y a la guerre Ukraine-Russie et qui englobe bien plus que ça, puisque c'est pas juste l'Ukraine contre la Russie pour le coup, au final, quand on voit les moyens qui sont déployés. Derrière les États-Unis qui combattent becs et ongles encore l'inflation, et ça peut durer encore un petit moment, mais malgré ce, voilà, on a des statistiques qui petit à petit, là aussi, pourraient jouer en notre faveur. Il y a également au bout du tunnel, bien que voilà, j'ai strictement aucun avis là-dessus, quel sera le prochain président des États-Unis pour la suite. Et là aussi, ça pourrait avoir un impact assez colossal sur la direction que prendra le marché, et notamment peut-être avec un retour de Donald Trump, mais j'en ai strictement aucune idée pour ce qui pourrait bien advenir du côté, on va dire, politique des States, auquel je ne m'intéresse quasiment pas. Pladiso donc avec le CME, et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas revu cette courbe. Ça parlera peut-être à ceux qui ont suivi les premières émissions entre 2019-2020, et on en discutait régulièrement du CME, puisque entre fin 2017 et 2019 justement, où a été introduit, pour rappel, pile poil sur le top des 20 000 en décembre 2017, les futurs du CME, on avait ces courbes qui nous donnaient quand même des indications en fonction du moment où les traders institutionnels étaient plutôt chauds sur le marché, quand ils étaient short et tout ça. Et on peut constater à cette occasion que en ce moment, ils sont plutôt en train de long, pendant que les professionnels traders sont en train, eux, de réduire les positions. Les particuliers, les retail, ils sont plutôt à plat. On avait eu un pic énorme, on le voit autour de l'automne 2021. D'ailleurs, c'était un pic qui était encore plus grand qu'avant l'été 2021. Donc on peut constater à chaque fois que le grand public, la courbe en rose ici à l'écran, a systématiquement un temps de retard. Et surtout, ils étaient beaucoup plus hypés. C'était le véritable top de marché. Et c'est pour ça que, rétrospectivement, je m'en veux un peu de ne pas avoir regardé, de ne pas avoir suivi la courbe du CME comme ça, parce que ça nous donnait une bonne indication, ce spike. Autour de l'automne 2021, il y avait l'engagement fatal pour les particuliers. Et derrière, on voit que les professionnels, les institutionnels étaient déjà en train de sortir très largement. Donc, c'est des trucs qu'il est intéressant de regarder de temps en temps, et j'essaierai d'y penser à l'avenir pour continuer de le passer tel qu'on le faisait les premières, j'allais dire années, mais les premiers mois de la chaîne, ou les premiers trimestres tout du moins. Chainlink qui parlait un peu de la sécurité et notamment tous les hacks qui ont été répertoriés sur DeFi Llama, et je voulais également vous faire un petit rappel pour Chainlink en tant que tel qu'ils lanceront leur staking autour du mois de décembre, et il y a quelques heureux élus qui peuvent déjà participer. La roadmap Ethereum dans son entièreté, dans tout ce que ça peut représenter de beau, de technique, de gigantesque, je ne saurais même pas comment le qualifier. C'était Vitalik Buterin
Jin himself qui mettait ça en avant avec le merge donc qui a été réalisé. Malgré ce, il y a encore des tâches qui sont en cours de ce côté-là. The Surge qui arrivera ensuite, The Scourge, The Verge, The Purge, The Splurge. Et on voit petit à petit, c'est ce qu'il avait dit une fois, que contrairement à un projet lambda qui va faire la tâche 1, ensuite une fois qu'on l'a complètement réalisé, la tâche 2, on la réalise dans son entièreté, la tâche 3, etc. Là, ils sont en train de travailler sur tout en simultané. Et juste avant le merge, il y avait eu un des main développeurs, un des core devs qui disait on est en train de s'épuiser complètement puisque Vitalik notamment, mais pas que, a une vision pour Ethereum qui est tellement big, tellement énorme et tellement de charge de travail que jamais personne pourra tenir. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand on regarde ce diagramme ici, où on se demande combien il faudrait de développeurs, de ressources et on va dire, de jus de cerveau humain pour arriver à la fin à Ethereum, le Apple, le Google, la Silicon Valley de la crypto. Je ne saurais comment le qualifier, mais bref, vous avez compris. Donc c'est un développement qui prendra encore des années et des années. Petit à petit, les briques sont en train de se poser et de se valider. The Merge, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, on peut constater que malgré tout, on a pas mal de choses qui sont déjà actées et disponibles, mais il en manque probablement encore à minima 50% quand on regarde les bulles qui sont disponibles, peut-être même plus. Donc Ethereum, ça prendra encore quelques années de plus à être totalement finalisé. Même une fois que tout ça, ça sera finalisé, je suppose que le réseau ne sera jamais arrivé au bout de ce qu'il doit être, il sera continuellement amélioré, et c'est également un peu pareil du côté de Bitcoin, sauf qu'à ce jour, est-ce que on a une roadmap aussi complexe et aussi attrayante, aussi folle au niveau de la vision que sur Ethereum? La réponse est probablement non. Ça ne veut pas pour autant dire que Bitcoin n'est pas attrayant sur son concept, sur ce sur quoi il a été créé et qu'il ne représentera pas tôt ou tard cette fameuse réserve de valeur sur laquelle on veut aller se positionner quand on a besoin un peu de souffler ou quand on a besoin, un peu comme on fait aujourd'hui avec les stablecoins, de mettre au coffre pour un temps déterminé une certaine valeur en se demandant pas si demain ou après-demain on va prendre moins 50%. Ça peut effectivement faire sens, le tout avec tout ce qui est en train malgré tout de se développer au travers du temps sur Bitcoin. Donc le but n'est pas de les faire s'affronter du tout sur la chaîne, c'est pas le discours qu'on a et que j'aurai personnellement jamais. Je trouve que les deux sont super beaux dans la façon qu'ils ont d'amener chacun quelque chose de différent. Et pour le coup, pour Ethereum, on a un mastodonte qui est en train de prendre vie depuis quelques années là sous nos yeux ébahis, et je ne demande que ça, à voir les 2, 3, 5 prochaines années de ce réseau, puisque ça risque d'être quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que Google se lierait à Solana? C'était Google Cloud qui avait tweeté s'il pouvait révéler la bonne nouvelle au niveau de, on va dire, une future rumeur et partenariat, ce qui a eu le mérite au passage de faire pump un peu le sol au cours des dernières 48 heures, et malheureusement, juste ensuite, on a cette bataille, cette guerre qui est lancée entre Binance, CZ et FTX, SBF, donc les deux grands pontes, puisqu'il y aurait Binance qui veut se séparer de tous ces tokens FTT pour une valeur de 2,1 milliards de dollars. Alors attention, ça cumule aussi du BUSD dans ce bag. Je ne sais pas à quelle hauteur ils détiennent du FTT exactement. Probablement que les aficionados des fouilles de wallet online arriveront à trouver assez facilement. Mais c'est vrai que là, c'est un vrai coup derrière la nuque qu'a déclenché CZ hier. Le marché n'a pas réagi à outrance comme il a l'habitude de le faire d'habitude autour de ce genre d'informations. Et j'ai l'impression que c'est autour de la nuit, lors de la session asiatique, où ça a accusé un peu plus le coup. Donc, on a la CEO de Alameda qui a déclaré dans la foulée qu'ils peuvent dump tout ce qu'ils veulent au marché. Alameda rachètera autour de 22 $. C'est ce qui fait qu'actuellement le FTT est littéralement bloqué autour de 22 $. On n'a jamais vu ça. Donc on parle aussi, quand on parle de SBF, d'une personne qui a accumulé, je crois en perso, autour de 15 à 20 milliards de dollars, qui rachète la moitié des boîtes en faillite, qui peut tout à fait certainement aligner les 2 milliards ici, peut-être même un peu moins, pour racheter ses propres FTT. Mais pour autant, c'est aussi ce qui lui est reproché actuellement et ce qui a déclenché cette énorme FUD, ça serait que FTX détiendrait 80% des FTT en circulation. Et en fait, à partir du moment où il y a quelque chose
chose comme ça qui est totalement illiquide, eh bien CZ de Binance a raison en soi de vouloir se débarrasser de ceci, et notamment pour le rendre au marché et rendre peut-être le marché un peu plus liquide. Pour autant, pour ce qui nous intéresse, nous, de l'œil avisé de l'investisseur, est-ce que c'est intéressant de se ruer immédiatement sur le FTT ? Ça n'est pas sans rappeler un peu ce qui s'était passé à l'époque sur le Solana autour de 3$, quand SBF avait dit « Allez-y, vendez tout ce que vous voudrez, derrière vous verrez, vous regretterez ». Est-ce que ça refera pareil ? Là, franchement, j'ai un doute pour le coup pour FTT. Par contre, pour les personnes qui s'inquiétaient du fait que FTX pourrait faire faillite ou que FTX serait insolvente, c'est-à-dire une insolvabilité, franchement, je pense pas, parce que c'est, comme je vous dis, un énorme participant, un énorme joueur. Il y a derrière des fortunes qui se sont créées, mais pour autant, quand on voit ce qui s'est passé avec Three Arrows Capital, qui était considéré comme un peu la licorne absolue dans le marché de l'investissement du hedge fund au niveau des cryptos, absolument quasiment tout le monde passait par eux et tout ça, est-ce qu'à ce jour, on peut avoir un échangeur majeur qui peut être un peu dans la sauce à un moment ? Voilà, c'est là la question. Est-ce que vous avez envie à ce jour de garder 100% de vos fonds sur un seul échangeur ? Déjà, c'est pas la chose à faire, puisque on le dit assez souvent, not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos tokens, vos coins, vos bitcoins. Donc faites attention à ça. Ne laissez jamais tout sur un échangeur et encore moins sur un seul échangeur, puisque on ne dilue pas le risque, et le but dans la crypto est toujours d'essayer de diluer un maximum votre risque. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal d'infos qui vont circuler autour de ça. Faites attention de ne pas vous faire alpaguer également par des fake news. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai partagé juste cet échange de mots qu'il y a eu, puisque c'est du factuel et qu'on va pouvoir regarder derrière quel va être le comportement des différents acteurs. SBF a un peu botté en touche parce que je pense qu'il ne s'y attendait pas forcément à cette sortie de CZ de Binance. Et dans tous les cas, on ne va pas faire fi de cette guerre qui est lancée, puisque c'est clairement aussi une guerre de territoire. On a Binance qui veut asseoir sa position de domination absolue au niveau du top 1 exchange mondial. Derrière, ils ont des ambitions aussi probablement de devenir ou d'être reconnus comme une banque en tant que telle. Donc clairement, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais c'est en partie, je suppose, ce matin, ce qui inquiète un peu les marchés. J'essaie comme d'habitude pas de trouver des raisons au marché de dump, mais ça a forcément un certain impact, notamment quand il y a des personnes qui disent que FTX va se cracher ou des trucs comme ça, ce qui n'a pas l'air d'être du tout le cas, en tout cas pour l'instant. Pour autant, si vous avez tout sur FTX, il est peut-être intelligent effectivement de commencer à mitiger votre risque et de faire attention de ce côté-là. Une émission dispo sur YouTube avec Val et Marc autour du stablecoin GHO et de AAV. Une superbe analyse fondamentale proposée par Iril du côté de Twitter sur Morpheus Network, donc on en avait discuté ces derniers jours lors d'une mention sponsorisée, mais c'est un projet qu'on suit depuis à présent peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui s'est très très bien développé, et clairement au travers de ce post on mesure encore plus les implications que pourrait avoir donc la supply chain liée à la blockchain. Vous avez également sur la chaîne de Iril YouTube Celestia, qui est un des projets je pense à suivre pour les prochaines années. On est sur quelque chose d'un peu plus technique, on a une team qui a l'air assez extraordinaire sur le papier. Après, on revient à ce dont je vous parlais la dernière fois. Est-ce que l'extrême technique, sans aucune communication, ça peut passer au niveau du marché crypto ? Je pose ça là, c'est la question que je me pose actuellement. Après, il y a des personnes qui pensent qu'il faut bombarder sur le côté technique avant de pouvoir faire quelque adoption mainstream que ce soit. Et je suis assez d'accord aussi avec ça. Donc, tous les points de vue sont les bienvenus et peuvent tout à fait s'entendre. On clôture avec Meta Facebook qui licencierait dès cette semaine de façon assez conséquente apparemment. Alors, c'est vrai que ce matin, en le poussant ce statut, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux entre ce que représente Meta désormais, c'est-à-dire Meta englobe Facebook, Instagram et quelques autres, et la branche Meta dans Meta, puisqu'il y a une branche, une division à part entière dans laquelle ils ont investi des dizaines de milliards, et ils sont en train de perdre un fric monstre autour de ça. Donc est-ce que c'est Facebook Meta dans son intégralité qui vire du monde pour Instagram, pour Facebook, etc. Ou est-ce que c'est Meta par rapport à la branche Meta qui est complètement catastrophique pour l'instant ? En tout cas, je posais la question louablement, est-ce que c'est un problème de timing par rapport
rapport au métaverse. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va prendre dans les prochaines années? En tout cas, pour le moment, la mayonnaise a clairement du mal à prendre. 971 milliards, on va essayer d'aller assez vite pour pas faire une émission de 2 heures, sinon après c'est un peu long du côté de YouTube. Et je sais qu'en général sur YouTube maintenant, les personnes préfèrent les contenus soit très courts, soit très longs, plus de demi-heure, 1 heure et tout ça, puisque c'est deux contenus qui sont consultés tout à fait différemment. En tout cas ici au niveau du crypto total, on est pile poil depuis 3 semaines sur la moyenne mobile 20. Il nous faudrait par la suite véritablement pousser pour aller autour de 1150 milliards. Comme on l'avait vu également en mensuel, on est sur la moyenne mobile 50, exactement comme on l'avait fait précédemment, début 2019. Le crack Covid, on n'avait pas clôturé en dessous. Et on a le deuxième histogramme, bien que novembre est tout juste sur sa première semaine, qui est en décélération de perte de momentum vendeur. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Le crypto total des alts, c'est exactement la même musique. On va quand même repasser à partir d'ici en hebdomadaire, sinon on va rien voir. Et donc on est autour de 575 milliards. Il faudrait dégoupiller pour aller rejoindre les 700 milliards et ensuite moyenne mobile 50 à 825 et grosse résistance à 865. Donc on a pas mal de centaines de milliards à venir gratter au nord. De même que si jamais le marché prend le contre-pied sur la fin d'année, je me méfie d'un retour effectif autour de la moyenne mobile 200 et les 480 milliards du côté des altcoins. Le Bitcoin lui-même qui pour l'instant est pas mal bloqué autour de la moyenne mobile 20 à 20 600 justement. On avait le SP500 qui avait clôturé légèrement dans le vert, mais on voit que c'est toujours dégradé, donc on n'arrive pas à passer sur le RSI médian autour des 50, bloqué par la moyenne mobile 20 autour de 3900 points, peut-être un appui autour de la moyenne mobile 200 hebdo à 3620 points qui pourrait nous permettre derrière de tendre un peu plus le ressort pour partir à l'assaut par la suite des 4000 à 4200 points pour le SP500. Ethereum pour sa part n'arrive toujours pas à se hisser au-dessus de l'énorme point de contrôle ici des 1580 $. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, il est plus avancé, il est mieux foutu que le reste. Il nous faudrait donc franchir par la suite les 1009 à 2000 $ pour essayer de rallier autour de 2260 et les plus optimistes peut-être viseront les 2400, 2500 $ et plus. Statu quo pour la Bitcoin dominance autour de 40.7, donc là aussi on latéralise depuis pas mal de temps dans une attente de directionnel concret au niveau du marché crypto. Le DXY qui pour l'instant a croisé au niveau du momentum MACD en hebdomadaire mais n'a pas l'air de vouloir dire son dernier mot. C'est un peu une bataille ici entre les 109.62 et autour de 113.3 au niveau donc des corps de bougie. À voir ce que ça pourrait donner, notamment d'ici jeudi avec les chiffres de l'inflation aux US. Et on terminera l'émission avec un petit alt. Attention, comme d'habitude, c'est quelque chose qui est encore faiblement capitalisé, donc c'est à vos risques et périls. C'est Paraswap au niveau de la finance décentralisée qui est en train littéralement de nous faire un range ici depuis la mi-mai 2022. On était au plus bas à 0.018 centimes. On est de retour à 0.040. Il a fait à peu près x2 et on voit qu'on a une zone donc de travail par la suite en haut du range ici à 0.052. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont super enthousiastes sur ce projet pour la suite. Malgré tout, pour l'instant, ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu de liquidité et surtout d'attrait global des gens autour du projet. Pour autant, sur le papier, c'est un projet qui se tient tout à fait. Donc il y a des projets comme ça, notamment comme on l'a vu ces dernières semaines avec l'arrivée du 2.0 pour Paraswap, qui continuent de délivrer en bear market. Est-ce que derrière ça peut faire quelque chose au prochain cycle ou non? Voilà, c'est la question que tout à chacun devrait se poser pendant cette phase ici de bear market et qui, je l'espère, pour bon nombre de projets, c'était un peu la phase qu'avait traversée AAV à l'époque où ça s'appelait ETH Land, quand on a commencé à en parler sur la chaîne et quand par la suite ça a fait ETH Land vers AAV. Au début, aux prémices de la DeFi, ça valait quelques centimes, plus personne voulait en parler, ça avait fait moins 99%. Il y avait très peu de chances que ça se relève. Et de temps en temps, on a une bonne surprise. Donc personnellement, je suis pas encore rentré sur Paraswap et j'attends soit que on casse ici au nord pour les 0.052, soit pourquoi pas qu'on revienne au contact de la moyenne mobile 20 autour de 0.030. J'aime pas payer comme ça un peu au milieu de nulle part. Mais c'est vrai que
globalement, c'est une période où on peut un peu plus prendre le temps de faire nos propres devoirs justement, et il est intéressant de temps en temps d'essayer de regarder un peu ce qui pourrait, là aussi, pour la DeFi, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, à la fois garder sa liquidité au niveau des TVL, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué dans les protocoles, mais surtout le prochain narratif pour la DeFi, je suppose que ça sera ce qui génère réellement un revenu au niveau des protocoles. Pas juste un protocole fantôme qui est là avec de l'incentive à distribuer du token au début et qui garantit tout simplement d'avoir des utilisateurs qui sont là puisqu'ils sont payés pour venir déposer de l'argent, mais avoir un protocole qui tourne de par lui-même, qui génère du revenu. Et là, pour le coup, on a des protocoles comme Paraswap, comme Uniswap, comme Curve dans une certaine mesure, qui permettent comme ça petit à petit effectivement de générer un revenu, si je puis dire, passif, mais malgré tout qui est totalement dépendant de la liquidité qui est apportée et du trafic ou également sur la plateforme, puisque au plus il y a d'échanges, au plus par la suite il y a une redistribution des fees. C'était une clôture à 20 900 $, donc sur la moyenne mobile 20 au niveau de l'hebdomadaire pour le BLX, on n'était pas trop mal. Je ne sais pas comment on va interpréter cette semaine le marché et notamment les CPI aux États-Unis. On va voir ce que ça va donner d'ici jeudi, et pour l'instant on voit la moyenne mobile 200, on est toujours largement en dessous, autour de 24 000 $ pour Bitcoin. Ça sera la zone dure pour les bulls si jamais la fin d'année était placée sous ces bonnes augures. Sinon, eh bien, c'est les 18 000 qui sont à valider pour les vendeurs pour essayer d'aller chercher la poche de liquidité qui probablement attendra justement entre 15 et 16 000 $. J'ai encore énormément de mal à me dire à ce jour de voir un Bitcoin à 10 000 comme je vous l'ai souvent dit, sans un signe noir qui arriverait sur le marché crypto. Et pourquoi pas typiquement un échangeur de top tier qui serait à moitié en faillite ou qui aurait des problèmes de trésorerie sans forcément parler de faillite. Ça peut être clairement un signe noir pour le marché crypto. Je vous souhaite une très bonne journée. Il n'y aura pas de live ce soir du côté de Twitch puisque Marc est en déplacement et j'ai également un empêchement. Donc on se retrouve sur YouTube demain matin comme d'habitude et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.